Bonjour Victoria, Salut Thierry, comment ça va aujourd'hui? On est mercredi, il est 15 merci. heures. C'est le jour des cartons. Très très bien. Ok, d'accord. Vous, aurez- vous l'aurez noté, c'est le jour des cartons à Berne si jamais vous avez des envies de recyclage. C'est bien d'être éco-responsable. On va C'est pas vrai. parler d'écologie aujourd'hui. On va parler. Tiens, ça commence par la même lettre. On va parler e-commerce, voilà, avec un invité qui nous attend patiemment, qui se cache derrière dans notre studio. Loutre, une Une loutre, loutre, voilà. Ça, si c'est pas loutre de, en chef même, je voilà, dirais. si c'est pas de l'indice, ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà, c'est teasing ça. Alors, avant de te passer la parole, justement, pour qu'on fasse connaissance avec cet invité mystère du mercredi, eh bien, Victoria, on va rappeler qu'à tous nos auditeurs, tous nos fans et tous ceux et celles qui regardent, qui réécoutent le Comin Mag Live, ils ont le droit de le partager, ils ont le droit de le commenter, vous avez le droit aussi de venir interagir pendant le live, hein, c'est gratuit, c'est même fortement recommandé. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et puis, si vous avez manqué le live, eh bien, vous avez le droit de le partager pour un maximum de personnes autour de vous. On remerciera jamais assez celles et ceux qui le font directement sur leur profil LinkedIn. Ça marche très très fort hein, du côté de LinkedIn pour le replay. Merci à vous tous. Il est temps de faire connaissance avec notre invité. Victoria, de qui Ah bon, s'agit-il? je crois que là c'était assez clair. Pascal Meyer, la loutre en chef de Coca. On le remercie pour plusieurs raisons parce qu'il nous a toujours suivis. Tu te rappelles Thierry? Les premières vidéos qu'on a fait, mon Dieu, Oui, c'était oui, à l'hôtel Bristol, mais il y a combien d'années? ça Mon Dieu, remonte où à plus de 10 ans. il n'y a personne qui savait de quoi on parlait. Il était là. Donc il a toujours été là pour nous. Et franchement, merci parce que là, on te prend un moment, enfin, un jour avant ton anniversaire, franchement, à Ouais. un jour près, on était ton cadeau. Hein. Ça, je Et, plaisante, mais quand même. et je tiens à le signaler, on ne le savait pas. Donc c'est la Ça, surprise du jour. Bonjour Pascal, bienvenue. bonjour. Salut Thierry, salut Victoria. Merci, merci, merci. Écoute, ça nous fait énormément plaisir. Et aussi parce que, bah, comme la loutre, qui est un animal qui est bienveillant, eh bien, tu as toujours pensé faire du business, mais aussi de penser aux autres. Et pendant cette période, eh ben, cette plateforme directe, eh ben, elle va aussi dans ce sens-là, d'aider les autres et surtout à préparer cette reprise qui va être, comme beaucoup de nos interlocuteurs nous ont quand même dit, va être très difficile. Tout à fait. Ça, c'est clair que ça a été le souhait, en fait. En fait, c'est parti d'une initiative de plusieurs de mes collègues et moi-même. On s'est dit, voilà, on a beaucoup d'amis qu'on connaît qui sont des gens, qui ont des restaurants, qui ont dû fermer, ou le petit boucher du coin qui, lui, malheureusement, a peu de trafic parce que les gens vont plutôt en grande surface et autres. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces gens-là? Et puis, c'est de là qu'est née, en fait, cette initiative de Direct. Alors aujourd'hui, quel était le montant? J'ai repris, c'était combien de millions déjà que vous avez pu récolter comme ça? Alors, on a récolté 2 millions en fait d'aides, si on veut bien, ce qui fait que on va arriver à la fin à 9 millions de chiffre d'affaires générés sur la plateforme directe pour aider ces petits commerçants. Et puis, on Donc a on achète en avance les services qu'on va prendre, c'est ça? exactement. En fait, il y avait deux options. C'était pour les commerces ouverts, c'était des bons que tu achetais. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on finançait 10% de rabais pour toi en tant que consommateur, pour t'encourager à aller chez ces petits commerçants qui étaient ouverts. Et quand tu vas là-bas, tu fais valider ton bon et puis le commerçant se fait payer dans les 7 jours maximum. Donc ça, c'était le premier truc. Et à la fin, le commerçant touche 20% sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au travers de la plateforme. Ça, c'était pour les commerces qui étaient ouverts. Pour les commerces qui étaient fermés, comme par exemple les restaurants ou les esthéticiennes ou les soins en général, ce qui se passait, c'est que les gens pouvaient se mettre en soutien. Et là, comme c'était un soutien, c'est-à-dire que les personnes qui mettaient un montant n'avaient pas de rabais, étant donné qu'il s'agissait d'un soutien. Par contre, le commerce pouvait proposer une contrepartie. Et là, l'argent était versé immédiatement, aussi dans un délai de 7 jours, pour des questions d'organisation, et non d'un mois, pour que l'argent puisse être directement utilisé et utile pour ces commerces qui étaient fermés, qui doivent payer leur loyer, qui ont plein de charges, mais qui ne pouvaient malheureusement pas y subvenir, étant donné que ils étaient fermés. Et en plus de ça, ces commerçants touchent aussi, à la fin de l'opération, 20% supplémentaires sur le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé ou les soutiens qu'ils ont reçus. Ça c'est vraiment top, plus que top. Parce que Bah, c'est vrai que c'est important que tu es un acteur local et tu montres la différence. On voit la différence entre des plateformes de e-commerce qui sont internationales et qui donnent rien à personne
et puis des acteurs locaux. Moi, je pense que c'est aujourd'hui, le consommateur, il doit aussi choisir des gens qui font des actions pour les autres, enfin, pour la communauté. Alors, je vous garantis que ce n'était pas de tout repos parce que faut bien imaginer qu'une grande partie des commerçants qui se sont digitalisés indirectement ou qui sont venus sur du online, ils avaient juste aucune idée. Et puis, ben, nous, on parle notre langage de gens qui sont dans le digital, donc on dit, ah, c'est simple, tu uploads là, puis le gars, il dit, mais upload, c'est quoi? Enfin bref, on a dû revoir en fait tout notre jargon, tout notre langage et faire un step by step pour comment préparer sa page, où entrer les données, comment se loguer. Oh là là, pour se loguer pour les commerçants, c'était dramatique. Donc toute cette aide qu'on a dû apporter était finalement hyper chronophage pour nous, mais hyper intéressante parce que ça nous a permis de finalement réadapter notre langage et puis de voir qu'on avait vraiment en Suisse des gens qui entreprenaient, qui étaient motivés à aller sur du digital, mais qui avaient juste aucune idée. Donc c'était un accompagnement très enrichissant. Alors, tout ça, ça s'est passé très très vite. On a l'impression de l'extérieur que ça s'est fait en un claquement de doigts. Est-ce à dire que Coca, l'équipe, ton réseau, tout ça a permis cette fulgurante mise en place ou c'est une opération un peu particulière, un peu exceptionnelle que d'avoir mis tout ça en place en un temps record? Parce que moi, quand je vois ça, je pense à toute la logistique qui va derrière, les aspects légaux, parce que on prend l'argent, on remet de l'autre. Enfin, on se pose plein de questions sur tout ce qu'il faut, ce à quoi il faut penser pour mettre en place une telle opération. Comment ça marche entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où ça s'est mis en place? Alors, c'était complètement fou parce qu'il y a eu un élan de solidarité au sein de la boîte. Tout le monde a dit, OK, moi, vous me dites comment je peux aider, je fais. Alors, on a nos développeurs qui ont effectivement travaillé jour et nuit pendant 3 jours pour qu'on puisse avoir déjà une première version de la plateforme. Et en parallèle de ça, moi, j'étais au téléphone avec la Vaudoise Assurance et le groupe Mutuel, qui sont les deux, qui ont mis chacun 1 million pour leur proposer le truc en leur disant, voilà, faire un annuaire qui recense des commerçants, il y en a plein qui vont sortir, c'est pas intéressant, on doit faire quelque chose de plus, on doit pousser les gens, on doit les stimuler à aller chez ces petits commerçants-là. Et en plus de ça, il faudrait vraiment qu'on les aide avec une manne financière qui soit importante. Et puis, je leur ai exposé mon concept et en 48 heures, j'avais le hockey des deux assurances. Alors, ce qui était fun, c'est qu'à la base, on voulait partir avec un seul partenaire. Et puis, le fait qu'on ait une réponse positive des deux, c'était hyper intéressant. On s'est dit, peut-être ça va pas le faire. C'est deux assurances, deux concurrents. Puis en fait, les deux CEO m'ont dit, mais écoute, nous, on n'est pas là pour faire juste une opération d'image. On est là pour aider concrètement des gens. Donc, que nous, si notre logo il est affiché, qu'on est cité à gauche et à droite, ça nous va très bien. Maintenant, le but, c'est vraiment d'y aller. Voilà, l'argent est à disposition, il est là, donc allez-y. Donc, on a vraiment pu, on a récolté finalement 2 millions en 48 heures. Donc ce que les gens ne réalisent pas, c'est après tout le travail qu'il y a eu derrière. Oui. Le travail le plus lourd, c'était de saisir tous ces commerçants, parce qu'on n'est pas équipé pour ça. On est à plus de 5100 commerçants maintenant en ligne, aux dernières nouvelles. Donc, de saisir ces commerçants, d'uploader une image, de mettre leur data, etc., c'était un travail titanesque. Et là, on a eu la chance de compter sur vraiment toute l'équipe. On a eu, on peut dire, quasiment 50% de l'équipe qui a aidé pendant une semaine, puis après, à peu près 30% de l'équipe qui a continué à donner du support jour et nuit. Donc, c'était vraiment exceptionnel comme élan qu'il y a eu chez nous. Mais justement, quelle est la taille de ton équipe? Tu as Alors, combien de développeurs? Parce que tu es presque une agence, toi, de web aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a une micro-agence à l'interne, parce qu'au total, on a, si je prends dev, PO, enfin, si je prends vraiment l'équipe de développement avec les testeurs et tout, on est à peu près 17-18. Et puis, si on rajoute après la partie multimédia, on peut rajouter encore 10 personnes. Donc c'est vraiment, je dirais, une trentaine de personnes qui sont vraiment que sur la partie technique et qui ont œuvré, eux, alors en permanence sur le truc. Mais au total, on est un peu plus de 110 personnes chez Coca, on doit être 118 à peu près. Mais cet exemple me fait penser un petit peu comme pour Amazon. Finalement, la logique, quand tu deviens un grand e-commerçant et que tu as pris une place, tu dois pouvoir hoster et offrir des briques aux autres e-commerçants parce que pour eux, ça coûte trop cher de monter une usine à gaz, alors que vous avez déjà tout. Est-ce que finalement, c'est pas un début de quelque chose de nouveau? Parce que une crise est aussi une opportunité, et puis que vous puissiez vous fournir non seulement hoster ces nouveaux commerçants, mais vraiment leur fournir une solution. Ça serait peut-être une prochaine étape, avec je dirais une approche beaucoup moins tordue que Amazon, qui garde par exemple les emails de tous les clients des
des commerces qu'ils gardent, enfin qu'ils hostent à l'intérieur de la plateforme. Tu vois ce que je veux dire, avec une éthique différente que ne fait pas Amazon. Est-ce que ça pourrait être le début de quelque chose? Tout à fait. Alors, je vais répondre à ta question en deux temps. C'est clair que le concept de direct et nous, c'est clair qu'on prend en charge tous les frais. Pour nous, c'est une opération, on le dit pas, mais pour Coca, c'est une opération qui a coûté à peu près 400 000 francs entre les ressources humaines, entre la partie développement pur, et puis surtout la partie tout ce qui est frais de transaction, parce que les frais de transaction, c'est les gens payent avec une Visa, une Mastercard, c'est nous qui les assumons. Nous, on reverse toujours l'intégralité du montant aux petits commerçants. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment pour nous, c'était quelque chose. Enfin voilà, on s'est pas dit ah ouais, ça va nous coûter tant. On n'a pas fait de calcul. L'idée, c'était vraiment de démarrer quelque chose et surtout de le terminer proprement. Donc là, on est vraiment sur la fin parce qu'on a utilisé quasiment plus de 80% du crédit. On est bientôt à 90%, sauf erreur, du crédit à disposition. Dans le futur, si on veut faire une place de marché, peut-être que si on se lance là-dedans, on le fera complètement différemment. Mais c'était pas en tout cas pas la volonté de base. Non, je n'ai pas dit ça, je comprends bien. Ouais. Ça peut être une opportunité. Totalement. Ça peut être une opportunité d'offrir un vrai service et puis disons avec une éthique, avoir une place de marché qui soit vraiment orientée local. Voilà, c'est ça, local et puis qui ait une qualité quoi, parce que aujourd'hui ces petits commerçants ils vont quand même sur Amazon parce qu'ils offrent toute la logistique et puis tout le kit digital, mais ils se font truander. Totalement. Alors ça, c'est clair qu'on a eu beaucoup de feedback de commerçants qui disaient mais qu'est-ce qui va se passer quand tout sera fini? Est-ce qu'on peut garder notre page? Est-ce qu'on peut continuer à vendre? Alors on leur a expliqué qu'ils ne pourraient pas continuer à vendre parce qu'on ne peut pas supporter ces frais, mais que bien évidemment leur page et leur référencement seraient gardés, que les gens pourraient toujours aller les voir. Donc ils sont assez rassurés de cet aspect-là, mais j'ai l'impression, comme tu le dis justement, qu'on devrait répondre à une demande peut-être dans le futur. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme, on doit y réfléchir, mais de leur offrir une plateforme qui leur permettent d'être visibles sans qu'ils se fassent tondre parce qu'il y a des montants exorbitants ou que ce soit compliqué pour eux de pouvoir se mettre dessus. Donc effectivement, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Après, on a eu un deuxième effet qui s'est fait, qui est beaucoup plus violent, c'est qu'on avait lancé en fin d'année passée un projet qui s'appelle Scale, S-Q-A-L-E, et qui permet en fait aux entreprises suisses qui veulent se développer à l'international de justement éviter de passer par Amazon, mais de passer par cette plateforme-là où justement ils n'ont pas à s'occuper de la logistique, ils n'ont pas à s'occuper des moyens de paiement, ils n'ont pas à s'occuper de tout ce qui est légal au niveau local. La seule chose qu'ils doivent gérer, bien évidemment, c'est peut-être le travail d'agence, c'est d'avoir un design qui tienne la route, le e-marketing, etc. Mais là, on a une demande incroyable pour cette plateforme Scale parce que tout le monde me dit, voilà, moi, en tant que marque de montre, aujourd'hui, je passe par les distributeurs, je ne peux plus les joindre à cause du Covid, ou je passe par Amazon, mais sur Amazon, il y a des gens qui font n'importe quoi, et comme tu le disais justement, ils gardent mes datas, donc j'aimerais pouvoir être en direct, moi, sur certains marchés. Et c'est vrai qu'on a vu avec cette plateforme Scale, beaucoup d'augmentation de demandes d'offres parce que les gens veulent pouvoir avoir un site rapidement. Alors, ce qu'on leur demande, nous, c'est on leur dit, écoutez, pas de problème, mais il faut que vous ayez quand même la partie, parce que nous, on ne fait pas la partie, entre guillemets, agence, tout ce qui est design, tout ce qui est e-marketing. On leur dit qu'il faut travailler avec leur agence habituelle ou d'autres agences, mais que le produit fit effectivement parfaitement pour s'ouvrir sur n'importe quel pays. Donc c'est vrai que là, on a vu un boom, une croissance incroyable de demandes d'offres, surtout de boîtes qui sont des boîtes importantes en Suisse, mais qui veulent s'étendre à l'international. Alors justement, on parle d'Amazon, on cite les grands noms du e-commerce. Le conseil du pro pour les pièges à éviter pour celles et ceux qui songent à se mettre à faire du e-commerce, toi qui as connu justement toutes ces étapes, sans donner peut-être tous les détails, quels seraient les 2-3 premiers conseils que tu partagerais avec eux pour s'y mettre? Parce qu'effectivement, cette crise a fait apparaître clairement qu'il était peut-être temps d'être aussi disponible, accessible en ligne, même si on est un boucher, même si on est un petit commerce du coin. L'opération directe le prouve, c'est pas incompatible. Donc, c'est quoi les conseils qui te viennent en tête?
Alors, les conseils orientés plus petits commerçants, plus locaux, c'est clairement de tenter en tout cas une expérience, une expérience web, parce qu'on a vu qu'en ayant même une page simple et un e-shop très, très très simple, et aujourd'hui on a suffisamment de solutions qui existent et d'agences qui peuvent accompagner ces petits commerçants-là pour des montants qui sont devenus aujourd'hui ridiculement bas, mais qui est un investissement juste nécessaire, parce que ça leur permet de pouvoir dire, ben voilà, on a une présence. Et il faut savoir que quand il y a eu toute cette fermeture de magasins, on a vu que ceux qui avaient déjà une présence, bah, ils s'en sortaient 10 fois mieux parce que bah, ils étaient disponibles, ils étaient là, ils étaient. Donc, je pense qu'il faut faire le maximum pour avoir en tout cas une présence, peu importe la solution choisie, mais une petite présence déjà online pour pouvoir commencer à avoir un premier contact et pas forcément passer par une place de marché. Ça serait moi mon conseil si c'est possible. Après, si c'est vraiment pas possible, bien évidemment que la place de marché, il en existe d'autres qu'Amazon, surtout en Suisse, ben, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a vu une, par exemple, comme Vitamine Locale, qui se trouve en Valais, qui permet à des petits commerçants d'être aussi présents. Ben, on a vu que c'était des choses qui étaient vraiment très, très bien accueillies. Et donc, d'avoir l'un ou l'autre, je pense que pour le futur, pour être prêt en cas de problème futur, mais même pour exploiter ce potentiel-là, je pense que c'est nécessaire. Après, pour les entreprises qui veulent vraiment se développer à l'international, bien évidemment que Amazon était un acteur incontournable, mais on voit que de plus en plus de marques sortir d'Amazon dû au fait qu'Amazon conserve ses datas. Et puis, ben, nous, on a évalué cette solution qui s'appelle Scalefast, qui vient des États-Unis, où on a fait une joint venture avec eux pour Scale, et puis qui est proposée par plein d'agences, parce qu'il y a plein d'agences qui se rendent compte que d'aider d'entreprises suisses à aller vers l'extérieur, mais de ne pas devoir gérer la maintenance technique, de ne pas devoir gérer tout ce qui est finalement fastidieux, la logistique locale, les règles locales et autres, ce produit-là, en tout cas, pour nous, après analyse, il correspondait bien. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment assez au taquet sur ce produit-là, en tout cas en Suisse. On a vu aussi que un des succès de Coca, et le succès au départ, parce que c'était une nouvelle offre, ça a été toute la communication que tu as mis autour et l'implication très personnelle que tu as toujours, ce qui était au centre de toute la communication. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un conseil qu'on peut donner à ces futurs e-commerçants qui sont des commerçants, mais qui doivent aussi investir, pas que dans la partie logistique, web, et puis disons toute la partie e-commerce, mais aussi sur de la communication digitale, parce qu'il faut être aussi visible et puis il faut il faut réfléchir à une stratégie et ça ne doit pas être juste comme aujourd'hui on peut imaginer que de la promo, tu vois. Alors, c'est un très très bon point, ce que tu dis là, le fait d'être présent, c'est un petit peu finalement comme quand tu vas dans un restaurant, puis que tu as le patron qui est là, et puis qui vient, il t'offre un verre, il se pose avec toi, il crée l'interaction, tu rentres en confiance avec lui. Ben, c'est en finalité la même chose quand tu fais quelque chose d'online. Alors bien évidemment, ça passe par d'autres réseaux, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe peut-être par le propre forum que peut avoir le site, mais cette relation, elle est importante, de montrer qu'on est présent et qu'on répond. Parce que d'avoir quelqu'un qui donne une information ou un mauvais commentaire ou autre et de ne pas y répondre, c'est quelque chose pour moi de dramatique. Parce qu'il faut répondre, il faut que la personne qui a pris le temps, même si le commentaire est négatif, mais qui a pris sur son propre temps pour donner un feedback, c'est que cette personne, elle attend un retour. C'est qu'elle dit aussi, je t'aime, mais je trouve que chez toi, il y a ça qui ne va pas, quoi. Et puis lui répondre, moi aussi je t'aime et je te trouve une solution, c'est beaucoup plus enrichissant que de dire, ouais, quand on n'aime pas, on n'écrit pas. Exactement, exactement. C'est très très juste. Et là c'est fini. Là, tu as perdu le client. Mais ça, c'est vrai. Les gens sous-estiment, ils ont toujours peur d'être critiqués, mais être critiqué, c'est exister. Et donc, face à une critique, tu peux répondre et apporter une réponse. Or, si on ne dit rien, tu sais pas. Et donc, à ce moment-là, tu perds le client pour toujours. Tout à fait. Mais la critique, c'est le meilleur moyen pour rebondir. Tu sais, moi, j'ai eu de mes collègues qui ont bossé jour et nuit, mais vraiment comme des dingues. Et puis, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur Facebook. Ouais, de toute façon, Coca, vous faites ça pour votre image. Puis le gars, il dit, mais comment la personne, elle peut écrire ça? Tu te rends compte, le coût énorme pour nous. Puis j'ai dit, bah, indirectement, il a raison, c'est pas mauvais pour notre image. Il me dit, ouais, mais on le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on y croit. Puis j'ai dit, oui, nous, on y croit, mais tu vois, les gens, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à ça, que t'es pas en train de faire ça pour un intérêt. Donc, il faut lui répondre. Et puis, il faut lui répondre dans ce sens-là, en disant, écoute, si nous, on avait voulu avoir
purement une opération d'image, bah, on aurait fait un truc qui nous aurait coûté vachement moins cher en énergie et en argent en faisant une méga campagne, en mettant 50, 60 000 francs et puis on aurait eu un résultat d'image qui aurait été peut-être plus intéressant. Donc après, comme tu dis, c'est de répondre aux gens et puis de rassurer aussi les gens. Donc c'est vraiment important. Ce dialogue, il est vraiment important et de pas toujours prendre tout au premier degré contre soi, même si c'est difficile quand on est le propre entrepreneur et puis qu'on se sent touché par ce qui peut être dit. Oui, tout à fait. Très très belle parole qui sonne aussi dans la chatroom, puisqu'effectivement on a plein de copains, plein de collègues qui sont là aujourd'hui. Merci à vous d'être là à suivre ce live. Un commentaire en forme d'éloge de notre ami Thierry. Chapeau bas à Pascal et à ses équipes. Un fonceur, ouais, comme bravo pour cet esprit d'entrepreneur pour apporter de la valeur. Voilà. Je pense que là, effectivement, bien c'est pas qu'une question d'image. On voit qu'il y a aussi de la reconnaissance de nos collègues. Une question qui me vient à l'esprit, ça y est, on commence à connaître les chiffres pour ce qu'on pourrait appeler le premier trimestre 2020, même s'il est un peu particulier, puisque ben voilà, pour ceux qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas les news, on est confiné. Il y a du confinement, il y a de la crise coronavirus, il y a du business qui est bloqué, mais il y a des gros acteurs, on parlait d'Amazon, qui fait du plus 28% sur ses ventes, sur ces 3 premiers mois de l'année, et c'est pas terminé. On parle aussi de la monstre augmentation du chiffre d'affaires de Microsoft. Pour ceux et celles qui connaissent pas cette maison, ils sont en plus d'éditeurs du logiciel Word, et bien de Teams, qui devient un des outils phares pour la visioconférence. Comment toi tu vois le marché du e-commerce? Est-ce que tu as aussi une prise de température, une vision sur ce qui se passe en Suisse, chez les collègues, chez les concurrents, sur le e-commerce helvétique? Alors, c'est clair que ce que nous, on a pu noter qui a été vraiment un boom énorme, c'est toutes ces places de marché qu'il y a, comme par exemple Brac.ch ou Digital Galaxus et d'autres. Bah, eux, ils ont eu une augmentation pendant une période qui était à plus de 200%. Donc, pour eux, c'était quelque chose de complètement fou. Mais c'est dû au fait qu'ils ont on va dire, un catalogue de produits qui est tellement immense que ben, les gens sont à la maison, ils peuvent plus sortir, ils veulent quand même continuer à consommer, à se faire plaisir. Leur seul moyen, ben, c'était finalement de se diriger vers ces plateformes-là. Et elles ont été, je pense, les grandes gagnantes de tout ça. C'est clair que même nous, pour Coca, où on a réadapté en fait l'offre, où on est parti vraiment sur des offres qui sont plus orientées. Ben, on a aidé, par exemple, un célèbre maraîcher sur la Riviera qui se retrouvait avec, je sais plus combien de tonnes de légumes et de fruits parce qu'il normalement il fournissait les restaurants et puis on a fait une ou deux offres avec lui, ça a été un carton plein parce que on a vendu je sais plus combien de tonnes, je crois qu'on est à 15 tonnes de fruits et légumes en moins de 30 minutes. Donc ça lui a rendu un méga service. Ça a rendu un méga service à notre communauté parce qu'il y avait une réelle demande par rapport à ce type de produit-là. Et puis pour nous, c'est clair que ça génère du trafic, même si les marges sont plutôt faibles sur ce type de produit-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aide à tout le monde et ça profite à tout le monde. Donc, même si nous, on n'a pas des croissances comme les sites que j'ai cités tout à l'heure de 100% ou 300%, on est sur une tendance qui est plutôt positive. Alors, par rapport aux autres années, c'est quelque chose qui suit la courbe, mais qui va un petit peu plus haut si on prend en tout cas, d'après les informations que j'ai eues sur les mois de mars et avril, où là, il y a vraiment eu, même pour nous, un boom. Alors, on n'est pas dans ces ordres-là, mais c'est quand même impressionnant de voir que, effectivement, le seul moyen pour les gens de consommer, c'était finalement d'aller sur du online. Mais si on prend Galaxus oui. et Digitech, c'est groupe Migros. Oui. Donc là, on pourrait imaginer, parce qu'effectivement, là, ils ont cartonné, mais parce que ces produits aussi, ils ne pouvaient plus les acheter dans les magasins Migros ou dans les autres enseignes du groupe. Est-ce qu'on peut imaginer que par la suite, il y ait une espèce de réallocation et que ces groupes-là aillent principalement sur du e-commerce et puis abandonnent le shopping réel en se disant que là, ils font plus de marge et puis finalement, ça leur coûte moins cher. C'est moins cher d'avoir un stock que d'avoir un réseau de magasins, surtout au centre-ville qui coûte très cher. Et toi, tu es un pure player, donc tu n'as pas ce genre de problème. Mais est-ce qu'on peut s'attendre par la suite à avoir parce que c'est quand même cette crise, c'est quand même un choc, même si certains disent qu'elle est courte par rapport à un truc qui serait pour changer des comportements à ce point-là. Mais je pense que pour des groupes comme Migros, qui est déjà en train de vendre, qui a vendu Globus, Interio, qui est en train de se refaire la main, est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre
à ce type de groupe, à un changement profond dans Alors, leur... je pense qu'effectivement, il y aura un changement profond et que les gammes des sites de Migros vont s'élargir. Mais je reste persuadé qu'il y a vraiment une carte à jouer en gardant en fait les magasins physiques et puis de faire vraiment une convergence entre les deux et de simplifier finalement la vie du consommateur. Parce que si on regarde, les Migros sont souvent dans les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, il y a aussi d'autres services comme la Poste, comme d'autres choses. Les gens vont continuer à se déplacer dans ces endroits-là et les gens veulent avoir souvent le produit tout de suite. Donc, il y aurait, on pourrait imaginer que la personne commande online et puis dise bah, je vais chercher dans mon centre coop qui se trouve je sais pas moi, au centre de Morges et puis bah, je vais à la poste, je prends mon truc puis à côté je vais chercher mon colis. Donc il y a plein de synergies possibles et je pense que dans la stratégie de Migros, même si leur stratégie digitale est vraiment en plein essor et qui vont continuer à développer beaucoup de choses, les magasins seront de loin pas perdus selon moi. Je pense qu'il va y avoir justement une reprise de position en disant bah, voilà, comment on peut utiliser nos magasins comme point relais, comme on va avoir plein de nouveaux services qui vont certainement émaner aussi de ces magasins. Mais je pense pas que demain on va plus trouver de boîtes de conserve et puis de salami à la Migros et qu'on va le commander online. Je pense qu'il y aura vraiment un lien entre les deux qui va se Non, mais je te faire. pose cette question parce que j'avais assisté à une conférence au Cannes Lions, mais il y a déjà 5 ans de ça, où vraiment très sérieusement, ils étaient en train d'imaginer trois circuits, trois routes au-dessus des maisons avec des drones, de livraison de drones, où tu aurais 3 types de conglomérats qui représenteraient différents types de chaînes de magasins, puis surtout différents types de prix. Tu aurais les premium, moyens prix et puis du Lidl machin, du discount, et qui livreraient directement sur les toits des maisons. Et ils étaient très sérieux, ils étaient vraiment en train d'imaginer ces routes. Alors, je sais pas, tu as déjà entendu des choses comme ça ou c'est encore de la science-fiction? Alors aujourd'hui, c'est encore de la science-fiction, même s'il y a déjà des livraisons cool qui se font par drone. Mais pour avoir un tout petit peu exploré la chose, en tout cas en Suisse, on n'est pas, c'est pas quelque chose sur lequel on est sur le point de se lancer pour plein de règles et de législations différentes, même si on peut aujourd'hui demander une autorisation pour une livraison d'un point A à un point B. Le problème, c'est qu'on n'est pas équipé sur le toit des maisons pour justement avoir une piste d'atterrissage pour la livraison des colis. Donc, ça reste encore quelque chose de très expérimental, si ce n'est que c'est bien évidemment utilisé dans d'autres pour d'autres choses, comme par exemple dans certains hôpitaux. On a vu notamment du côté du Tessin, où il y avait justement la possibilité de déplacer des organes où il était beaucoup plus simple et De direct. médicaments aussi. Pardon? De livraison de médicaments. Tout à fait, tout à fait. Où là, on est vraiment, on évite tout le trafic, on est direct, peu de temps. Enfin, voilà, c'est pour des choses très spécifiques où il y a un équipement spécifique. Là, on y arrive. Mais je doute que d'ici 5 ans, on ait justement des livraisons par drone qui soient démocratisées. Je pense que ça va prendre un tout petit peu plus de temps. On verra avec nos amis de l'OFAC, hein, l'Office fédéral de l'aviation civile, si ça se débloque un peu. Mais il y a eu des tentatives avec nos amis de la Poste. Alors, on a encore des réactions dans la room. Laurent qui nous dit: l'approche client de Coca est assez unique. J'ai rarement vu des personnes aussi soucieuses de la satisfaction de leur communauté. Bravo Pascal. Un Laurent que tu connais bien, pour pas donner d'indices. Et puis on a une question de Ralph qui dit: est-ce que la question ne se pose pas plutôt en termes d'expérience, quelle qu'elle soit digitale, physique ou hybride? Les gens achètent du sens et de l'expérience de plus en plus. Pourquoi opposer forcément les deux? Très bonne question de Ralph. Est-ce que c'est de la complémentarité? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce que ça doit cohabiter? On n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais tu as peut-être des pistes. Non, bah alors, complètement. Pour moi, Ralph, il a 100% raison. La UX, enfin, la user experience, elle est effectivement hyper capitale, que ce soit et quand tu vas dans un restaurant, que ce soit ton expérience en ligne ou ton expérience en général, c'est clair et net. Je veux dire, je veux dire, c'est le point clé. Et chez nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de cultiver, c'est que tu puisses avoir la meilleure expérience possible tout en gardant du fun et du respect. Et ça, c'est des choses pour nous qui sont
vraiment hyper importante. Mais l'expérience, elle est capitale. Je veux dire, tu peux. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a en place des outils comme de l'A/B testing où tu vois que pourquoi est-ce que à tel endroit ou tel design est beaucoup plus finalement enclin à te parler que ce design-là, bah, c'est vraiment dans cette expérience que tu peux avoir, dans le feedback que tu peux avoir et le feeling que tu peux avoir. Donc Ralph, c'est un excellent point et je suis 100% d'accord avec toi. Ralph qu'on salue et qui nous salue puisqu'on le connaît aussi tous les tous les tous les trois. Voilà. Une autre question sur le marché du e-commerce. On va essayer de jouer les devins. Est-ce que si on devait imaginer cette crise perdurer, rechuter, est-ce que tu vois d'autres aménagements? On a parlé des newcomers qui viendraient à s'essayer à faire du e-commerce. Est-ce que le e-commerce a encore besoin de se réinventer par rapport à ce qu'il pourrait faire en plus? On parle des drones, on parle des systèmes de livraison, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes encore à creuser? Je pense aussi par exemple au type de biens qu'on peut vendre en ligne. J'ai vu dans certains pays qu'on peut s'acheter de la viande, on peut s'acheter des produits périssables qui sont livrés alors dans des dans des modes de transport optimal hein, on va dire. Est-ce qu'il y a encore des pistes à creuser dans le e-commerce, à réinventer? Alors, c'est sûr que le e-commerce tel qu'il est aujourd'hui, il est intéressant, mais je pense qu'il y a encore un état de maturité qui doit se faire. Je veux dire, on a des besoins différents. On voit qu'il y a très peu de gens enfin, on exploite beaucoup le mobile. Avec le mobile, on a plein de choses qu'on peut faire pour du commerce beaucoup plus local. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui vont partir dans cette direction-là, encore plus qu'aujourd'hui. Et puis, comme tu disais justement, je pense qu'on va venir avec plein d'expériences différentes, de biens différents au travers du digital et qu'on a encore beaucoup de choses à développer et à faire dans ce segment-là. On se réjouit on se réjouit d'avoir la bière et le vin en téléchargement, hein, pour ma part. Mais on voit aussi, par exemple, au Canada, où les premiers qui ont directement livré à domicile, c'était tous les vendeurs de drogue. Ils ont eu immédiatement, c'est vrai, non mais parce qu'une fois que tu es confiné, tu ne peux plus sortir. Donc, ils avaient le nom de leurs clients, leur adresse, ils ont livré. Et apparemment, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était les seuls qui avaient des masques, ils avaient les gants, ils étaient hyper équipés. Donc, voilà. Peut-être que ça, c'est aussi une piste. Ça va aussi. Souvent, c'est certains secteurs un peu underground qui ont amené les technologies. Bien Donc, sûr, bien sûr. L'explosion des technologies. Voilà. Mais ça, c'est fou, quoi. T'es en train de donner une idée à Pascal de lancer coke.ch avec, avec un Q au début. Pas du tout. C'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres industries, comme tu l'as dit justement. Il y a aussi eu l'industrie du porno qui a été très tôt sur Internet et qui a investi vraiment beaucoup d'argent au niveau digital. Et ça a permis aussi de justement permettre au digital de se développer. Ça a permis d'avoir de l'inspiration. Donc il y a plein de choses qui sont effectivement avec des business peut-être différents, qui disruptent un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire, la routine qu'on a. Et puis ça aide pour justement un peu innover. Une dernière question, parce qu'il est temps déjà de se quitter. Et puis, je sais que tu as une journée, des journées très très chargées, surtout à l'aube de ton anniversaire. Je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Une question de Laurent qui voulait savoir effectivement l'expansion de Coca. C'est toujours effectivement à l'ordre du jour. Il fait mention des nouveaux locaux. Je sais qu'effectivement c'est un projet sur lequel vous travaillez pour vous agrandir. On a vu passer des choses dans les médias sur ce village, sur cet écosystème. Quelques mots peut-être pour terminer, pour nous parler de ce Xème projet, parce que je vois que tu manques pas d'idées en tout cas, et puis d'énergie pour leur donner vie. Alors, effectivement, ce projet est un projet qui est différent pour moi parce que c'est un projet qui se fait vraiment sur la durée et puis où il faut être hyper patient entre les autorisations pour construire. Enfin, il y a énormément de choses qui, moi, m'échappent parce que je suis un éternel impatient, mais effectivement, j'apprends à prendre un peu de maturité avec ce projet-là. Alors, heureusement, tout est tout est en cours de travaux, même si on a dû suspendre pendant une partie de
la crise. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir la philosophie qu'on veut insuffler dans ce bâtiment. Et ce qu'on a pensé aussi, c'est de dire il faut miser sur le contenu et non sur le contenant, en fait. Alors oui, c'est intéressant d'avoir un joli bâtiment, etc. Mais c'est le contenu de ce bâtiment qui fera que l'énergie sera bonne, que les éléments qui seront à l'intérieur et les services qui seront proposés feront que les gens auront envie de venir, qu'ils se sentiront bien. Donc on reparle de nouveau d'expérience utilisateur et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et c'est vraiment passionnant, quoi. L'expérience au niveau culinaire, l'expérience au niveau soutien pour une personne qui voudrait finalement venir travailler 2-3 jours par semaine depuis là-bas, mais qui aurait envie d'échanger avec d'autres personnes, de créer vraiment une espèce d'écosystème, mais qui te permette aussi, si tu le souhaites, de travailler seul dans ta bulle, que tu puisses aussi le faire. Mais on travaille vraiment maintenant sur toute la... Alors on est accompagné aussi, on est challengé, ce qui est très bien parce que ça nous permet d'un petit peu ouvrir nos œillères et je trouve que c'est un projet in fine qui est passionnant, mais très long. On va rester connecté, on va suivre ça de très très près. On va te souhaiter de rester patient, effectivement. Tu sais, on arrive à un certain âge, on apprend la sagesse et la patience. Je te taquine, mais merci encore une fois, Pascal Meyer, l'outre en chef de coca.ch, d'avoir pris du temps sur des journées très très chargées et puis d'avoir répondu à nos questions. On va te souhaiter plein succès pour la suite des bonnes affaires de Coca et de tous les projets qui vont avec. Merci Pascal. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Il est temps de se dire au revoir, Victoria. Demain, 15h, on remet ça? Et j'ai vu passer une petite truc là. Oui, il y aura des femmes, vous en faites pas. Vendredi, il y aura une femme. Oui, c'est vrai. Et je me bats tout le temps pour ça. On se bat. Non, c'était une question. Je le prends pas comme une critique. Je pense que c'était une question tout à fait légitime. Je me bats et je me bats. Si vous saviez, un jour j'écrirai un livre là-dessus. Il sera épais comme ça. Ouais. Voilà, bon, on va vous laisser retourner à une activité normale. Portez-vous bien et demain, 15h, même endroit. Bye bye.